je dois commencer l'histoire par son début et vous expliquer ce que sont les mycotoxines. Alors, ce sont des substances chimiques, des composés, des molécules qui ont toutes les fonctions de la chimie, des alcools, des cétones, des cycles aromatiques et en passe, et qui ont toutes en commun le fait d'être produites par des moisissures. C'est pour ça qu'on parle de risques biologiques aussi. Des moisissures qui peuvent se développer dans certaines conditions environnementales, climatiques plutôt, sur les céréales, les fruits à coque, les fruits à pépins, et puis tous les matériaux dérivés de la cellulose. Ce sont des toxines donc, qui ont des effets, l'un ou l'autre des effets de neurotoxicité, néphrotoxicité, ce sont des allergènes, ce sont des immunodépresseurs, et puis surtout, par exemple pour les aflatoxines, des cancérogènes avérés. Donc la présence de ces substances dans les denrées alimentaires pose un problème grave pour la santé humaine et animale, consommateurs de denrées contaminées, mais ce risque est largement étudié et contrôlé donc, dans le domaine agroalimentaire qui nous concerne là. Par contre, la toxicité des mycotoxines lorsqu'elles sont inhalées est beaucoup moins connue. Des voix se sont déjà élevées pour dire que leur biodisponibilité donc dans les voies respiratoires était peut-être plus importante, mais le risque au niveau professionnel, au poste de travail, pour des salariés qui manipuleraient des denrées contaminées et donc qui respireraient des aérosols de poussière contaminée était jusqu'ici peu documenté. Donc, juste pour illustrer mon propos, donc, voilà, des situations dans lesquelles donc, nous sommes allés, des entreprises qui manipulent des mélanges d'épices, on peut très vite avoir, on va dire, des petits accidents, des sacs percés, et puis des situations qui deviennent caricaturales. Bon, là, c'était accidentel, et après l'intervention d'un salarié dans un mélangeur, mais c'est des situations qu'on peut facilement rencontrer. Et donc le risque d'exposition à ces substances au poste de travail, il était justifié de s'y intéresser et d'évaluer, en tout cas de confirmer les expositions. Et c'est pour ça qu'on nous a demandé, donc dans un premier temps, de développer des méthodes de prélèvement et d'analyse, donc de mesure des mycotoxines dans l'air des lieux de travail et de mieux caractériser les expositions. Donc ces méthodes ont été développées il y a maintenant 3 ans. Elles ont été optimisées, validées pour être évidemment reproductibles, exactes, et surtout ce que j'appelle conviviales, c'est-à-dire qu'elles ont été transférées, mises à disposition des laboratoires qui interviennent en santé au travail, dans les entreprises. Donc elles sont publiées dans notre base de données Métropole, l'équivalent de NMAM du NIOSH, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Elles ont été donc publiées en 2013, d'autres le seront là, très prochainement. Ce ne sont pas des méthodes donc, de screening, ce sont des méthodes quantitatives pour les mycotoxines elles-mêmes. Donc nous ne sommes pas arrêtés à identifier les moisissures qui peuvent ou non produire l'une ou l'autre des mycotoxines. Nous ne sommes pas non plus restés sur la mesure des poussières qui peuvent ou non être contaminées. C'est bien les mycotoxines que l'on dose dans ces aérosols. Et donc, aujourd'hui, ces méthodes permettent de mesurer 8 des mycotoxines, puisque, j'ai peut-être oublié de le préciser, plus de 300 de ces substances ont été identifiées. Seule une vingtaine d'entre elles, donc 6 familles, posent vraiment un problème sanitaire et reconnu. Donc ces méthodes, elles consistent d'abord à prélever l'air et donc prélever des poussières. Donc à l'aide d'échantillonneur CIP10 qu'on vient de vous présenter, mais cette fois dans sa configuration avec sa tête pour prélever la fraction inhalable, donc le CIP10I, qui a l'avantage de prélever donc à 10 litres par minute, et donc pour un poste de travail, on peut prélever 2,4 mètres cubes d'air, donc des quantités de poussière déjà relativement satisfaisantes pour permettre la mesure des mycotoxines
à l'intérieur des poussières. Donc là, les poussières sont collectées dans une petite coupelle tournante et retenues sur une mousse en polyuréthane. L'utilisation du CIP10 donc, a été validée à l'INRS et donc validée, est adaptée pour une utilisation pour les activités qui sont susceptibles donc d'exposer les salariés aux mycotoxines, c'est-à-dire aussi bien extérieures qu'intérieures, parce que je pense par exemple au chargement et déchargement de bateaux, des céréales brutes, adapté aux concentrations en poussière dans ces activités et aux granulométries de ces poussières, également à la contamination possible de l'aérosol qu'on pouvait imaginer, et donc aux concentrations en mycotoxines. L'analyse, le dosage des mycotoxines est réalisée donc dans un deuxième temps en laboratoire, donc après peser des poussières, peser parce que tous nos résultats sont rendus non seulement en nanogrammes ou picogrammes par mètre cube, mais également en microgrammes par kilo, c'est-à-dire en contamination des poussières dans l'aérosol, pour être comparés toujours à la contamination des matrices alimentaires ou des céréales sur lesquelles les salariés ont travaillé. Donc peser, puis récupération des poussières dans la coupelle, donc récupération à l'aide d'un solvant, récupération des poussières de la mousse et dans la coupelle, donc sur les parois de la coupelle. Ensuite, on a une phase d'extraction, extraction par immunoaffinité, donc je reviendrai dessus tout de suite après, pour pouvoir donc analyser les mycotoxines donc par chromatographie en phase liquide avec une détection très spécifique qui est la fluorescence. On profite là de la fluorescence native ou naturelle ou augmentée par dérivation de la plupart des mycotoxines. Donc je m'arrête un moment sur l'étape d'extraction, puisque c'est celle qui a fait l'objet des nouveaux travaux qui font l'objet de ma présentation. Donc là, les colonnes qui sont actuellement utilisées pour l'analyse après prélèvement d'air, ce sont des colonnes qui contiennent sur un support solide, donc un gel de cépharose, un anticorps spécifique d'une mycotoxine, donc un anticorps anti-fumonésine, anti-ochratoxine, et qui, à chaque fois qu'il sera en contact avec son antigène, donc la mycotoxine, il y aura une interaction anticorps-antigène. Donc on a trois principes. On a donc la rétention spécifiquement de la mycotoxine qu'on recherche et donc qu'on va analyser, donc l'extraction. On a une phase de concentration, puisqu'on fait passer sur cette colonne toute la solution de poussière qui a été extraite de la coupelle et qui doit être largement diluée, puisque un des inconvénients de ce type d'extraction, c'est de n'accepter qu'un milieu biologique, c'est-à-dire à pH neutre et un milieu aqueux. Donc il nous faut fortement diluer notre premier extrait. Et ensuite, on a une récupération dans un volume qui est 10 fois moindre, donc une concentration à ce niveau-là. Et puis également une purification, puisque tous les autres composants de la solution de départ ne sont pas retenus et sont donc éliminés. Voilà. Ici, quelques exemples des mesures qui ont été effectuées donc, en situation réelle en entreprise depuis maintenant 3 ans. Donc là, à nouveau, dans l'entreprise qui travaillait sur les mélanges d'épices. Ce qu'il faut retenir, c'est que les concentrations qui sont mesurées dans l'air sont la plupart du temps bien supérieures à ce qu'on pouvait imaginer quand on réfléchit ou quand on se base sur la contamination du matériau qui est travaillé. C'est-à-dire des limites réglementaires sont fixées, en particulier pour les céréales et pour les denrées alimentaires à destination des enfants, par exemple. Et même si le chef d'entreprise nous dit il n'y a pas de souci, ma matière brute, elle contient moins de ppm ou 6 ppm de cratoxina, on le fait contrôler.
nous avons mesuré le cratoxina dans l'air et bien souvent on est dans des concentrations bien supérieures parce que les particules qui sont dans l'air sont les particules les plus légères, que les moisissures se développent sur l'enveloppe des grains et donc la contamination, ça a été observé expérimentalement et ça l'est aussi lors des mesures en situation réelle, est souvent bien supérieure dans l'air que dans la matière de départ. Voilà. Alors, donc ces méthodes ont été optimisées, validées, il n'empêche qu'elles sont à l'intersection de plusieurs domaines. Alors le risque biologique, le risque chimique, d'une part, mais également l'agroalimentaire et puis l'hygiène industrielle, c'est-à-dire qu'on parle avec des gens qui ont pour principal souci, c'est la sécurité du consommateur, et nous on arrive avec notre composante sécurité de la personne qui travaille avec ce machin. Et on prélève des poussières, on analyse des substances chimiques, donc ça veut dire des approches du matériel, des techniques différentes, et en plus on utilise également par exemple pour l'extraction, un processus biologique, donc pour l'analyste, ça reste, bon, en toute modestie, quand même encore un challenge. Il y a encore des difficultés analytiques, c'est pour ça que nos méthodes, elles sont bien décrites pour qu'elles puissent être, que les utilisateurs puissent se les approprier facilement et surtout faire des mesures qui ont la même précision ou imprécision, les mêmes niveaux de performance que celles qui ont été déterminées expérimentalement. Et donc, elles peuvent, on pouvait s'imaginer, pouvoir non pas les optimiser, mais les améliorer, toujours en termes de facilité d'utilisation. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter, c'est pourquoi nous avons travaillé sur des nouveaux outils. Alors, plutôt nouveaux qu'innovants, puisque ce sont des outils qui peuvent déjà être utilisés dans plutôt le milieu biologique, pour les biosenseurs, par exemple. Donc, nous les avons repris, testés pour les échantillons d'air. Donc, 3 types de dispositifs ont été testés, donc toujours pour l'étape analytique d'extraction des mycotoxines pour leur analyse. Donc, des MIP, des polymères à empreinte moléculaire, des oligosorbants, donc des aptamères, et des colonnes qui permettent l'analyse multimycotoxines. Alors, ceci dans un but de faciliter l'analyse, éventuellement de miniaturiser ces dispositifs et pour permettre des protocoles donc simplifiés et à terme éventuellement mettre à jour nos méthodes métropole. Donc le premier de ces dispositifs, donc, des MIP, donc, appelés ici Affinimip, puisqu'ils sont vendus, ils sont commercialisés sous ce nom-là, c'est le dispositif que nous avons testé, mais le principe reste le même pour d'autres MIP. Les 2 premiers donc, dispositifs ont été testés dans le cadre d'un projet dit Mycodiag, donc financé par l'Agence nationale de la recherche. Ce projet s'est terminé en 2014. Il a été mené avec 3 autres partenaires et son but était de développer des outils innovants pour la mesure, pour l'analyse de l'eucratoxina, donc une mycotoxine particulière, et d'évaluer leur potentiel sur différents types d'échantillons, donc des échantillons biologiques, analyse urinaire ou analyse sanguine, donc analyse de l'eucratoxina ou de ses métabolites, des échantillons, donc des matrices alimentaires, et puis les échantillons d'air donc concernant l'INRS. Donc notre rôle était d'une part de générer des échantillons d'air, donc nous les avons générés en atmosphère contrôlée, et de comparer les échantillons et l'analyse et donc les résultats par rapport à ce qui était obtenu avec la méthode traditionnelle utilisant les colonnes dites IAC, les colonnes par immunoaffinité. Le MIP, c'est un polymère à empreinte moléculaire qui a été donc synthétisé, préparé par l'un des autres partenaires du projet Mycodiag pour donc une molécule cible, donc l'eucratoxine A. Donc un polymère a été synthétisé autour d'une molécule empreinte, non pas l'eucratoxina qui est quand même difficile à obtenir facilement, mais
une molécule empreinte qui a une forme et une structure, au moins géométrique, très proche de la cible. Et donc, on a fait polymériser des monomères qui ont les fonctions chimiques semblables à celles de l'ochratoxine A. Donc, le polymère s'est formé autour de cette empreinte. Et ensuite, il y a eu une élimination de l'empreinte elle-même par lavage au solvant. Et donc, on a un polymère qui a des cavités totalement semblables et adaptées à l'ochratoxine A, des cavités semblables en forme, en taille et en fonctionnalité chimique. Et donc, à chaque fois que l'ochratoxine A viendra en contact de ces cavités, elle viendra se loger, on va dire, dans ces cavités, pour parler simplement. Donc le polymère est ensuite travaillé, on va dire, sous forme de billes, et ces billes remplissent des petites cartouches qui sont utilisées donc comme les colonnes IAC traditionnelles. Voilà. Un des avantages à signaler, c'est qu'on peut travailler là en milieu solvant organique, et donc nous n'avons plus, l'analyste n'a plus à diluer fortement l'échantillon de départ pour pouvoir faire l'extraction de la mycotoxine. Le deuxième... Bon, il y a une diapositive qui a sauté. Le deuxième dispositif testé, ce sont donc les oligo-adsorbants, les aptamères. Donc là encore, pour la molécule cible, l'ochratoxine A, les aptamères, ce sont des petits bouts d'oligonucléotides ou de peptides, donc des petits bouts d'ARN ou d'ADN, qui ont pas la fâcheuse tendance, mais les propriétés de pouvoir prendre des formes géométriques très diverses et qui ont été étudiées donc, par un des autres partenaires également du projet pour prendre une forme tout à fait semblable et adaptée en tout cas à celle de l'ochratoxine A. Pareil, retenu sur un support adapté et qui permet à nouveau l'extraction spécifique de l'ochratoxine A. Voilà. Et non seulement, l'avantage, c'est non seulement de pouvoir travailler aussi en milieu solventé, mais là c'est essentiel, c'est que ce dispositif-là peut être régénéré en quelques minutes et donc chaque cartouche peut être réutilisée au bout de quelques minutes, contrairement aux colonnes d'immunoaffinité où c'est une analyse unique. Et donc, ces deux dispositifs-là pouvaient laisser imaginer, pour notre extraction, une plus grande capacité, même si ce n'est pas le critère qui nous intéresse, nous, pour les échantillons d'air, puisqu'on est plutôt proche des limites de quantification que des limites de capacité, mais surtout un protocole donc plus simple, moins d'étapes analytiques, une dilution moindre, donc on peut analyser des quantités beaucoup plus faibles, et surtout une automatisation possible, une utilisation des cartouches d'extraction en ligne avec la chromatographie liquide pour standardiser les méthodes. Voilà. Mais, il y a un mais quand même, c'est que là, bon, le plus mauvais exemple, mais ce qu'on a pu obtenir de mieux, pour 1 nanogramme, par exemple, d'ochratoxine dans notre échantillon d'air analysé, lorsqu'on l'utilise donc on l'analyse avec les colonnes d'immunoaffinité, les IAC, on a un pic chromatographique tout à fait exploitable, bien séparé, bien résolu. Quand on l'analyse en faisant l'extraction sur les MIP, on ne voit plus rien, en gros. Donc, compte tenu des très faibles quantités de mycotoxines dans l'air, heureusement, hein, parce qu'on a quand même affaire à des substances toxiques, les conclusions concernant les échantillons d'air pour ces deux dispositifs sont les suivantes. L'utilisation de l'affinimip ou des MIP OTA n'est pas ni envisageable ni envisagée à ce jour. Celle des aptamères, des oligo-adsorbants, est très prometteuse parce qu'effectivement, ça nous a permis de descendre en sensibilité à des niveaux
identiques en tout cas à ceux des colonnes par immunoaffinité, mais ils seront utilisés le jour où ils seront produits en série et de façon standardisée, puisque pour le moment ce sont toujours des dispositifs en cours de développement dans des laboratoires universitaires, donc on ne va pas pouvoir les proposer tout de suite. Et puis le troisième système, on va dire, qui a été testé, ce sont donc des colonnes permettant l'analyse multimycotoxine, donc des colonnes dites, commercialisées sous le nom, l'appellation AOZ, A pour aflatoxine, O pour ochratoxine, Z pour zearalénone, et donc qui permet, avec une seule colonne, un seul passage sur la colonne d'extraction, de retenir et de doser trois familles donc, de mycotoxines, 6 mycotoxines. Parce que sur le support solide, donc dans la cartouche, ont été immobilisés les 3 types d'anticorps, anti-aflatoxine, anti-ochratoxine, anti-zearalénone. Voilà. Et donc nous avons à nouveau comparé les performances analytiques qu'on pouvait obtenir avec ce type de cartouche par rapport à celles obtenues avec la colonne classique. Donc, toujours, j'insiste là-dessus, on peut analyser 6 mycotoxines pour un seul prélèvement d'air. Alors, j'illustre ça avec une diapositive volontairement chargée, parce que la méthode fait qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Lorsque nous voulons encore aujourd'hui mesurer un type de mycotoxine, c'est-à-dire qu'on dose ce qu'on recherche, on doit passer par un étalonnage en parallèle, donc 6 colonnes pour 6 étalons, 6 colonnes d'immunoaffinité, une pour chaque échantillon d'air, et donc 21 colonnes d'immunoaffinité pour faire l'analyse. Avec les colonnes AOZ, toujours nos 6 étalons, mais un seul prélèvement d'air, quelle que soit la mycotoxine visée, et donc plus que 7 colonnes utilisées. Tout ça pour obtenir des performances soit équivalentes en termes de limite de quanti, sensibilité, rendement, ou même améliorées pour certains critères, d'autant plus qu'on fait plus qu'un seul prélèvement, on n'utilise plus qu'un seul CIP10. Et donc pour conclure, les MIP, l'utilisation des MIP, donc pour les échantillons d'air non envisageables aujourd'hui, sauf modification majeure des méthodes. Les oligo-adsorbants prometteurs, mais le jour où ils seront produits en série. Et puis les colonnes AOZ, multimycotoxines, oui, un grand oui. Et donc elles seront proposées très prochainement dans nos méthodes métropole. Elles sont 3 fois plus chères, mais elles permettent 3 fois plus d'analyse. Donc on a vite fait le calcul. Et donc, j'en arrive aux perspectives pour demain. Alors, je réponds déjà à une question qu'on me pourrait poser, mais pourquoi continuer à travailler sur le sujet? Alors, si on reprend les concentrations en ochratoxina, par exemple, mesurées dans l'air, on fait un petit calcul par rapport à ce qu'un salarié peut inhaler dans la journée pour une vie de travail. Eh bien, ça constitue une charge supplémentaire à tout ce qui peut être malheureusement ingéré par ce même salarié, sachant que, par exemple, 95%, même plus de 95% des céréales produites dans le monde aujourd'hui sont contaminées. Voilà. Et on a affaire à des substances, on parle quand même de cancérigènes, donc on peut effectivement partir du principe dit ALARA, donc aussi bas que raisonnablement possible. Donc il faut connaître quand même ces expositions. Et puis, on n'est jamais exposé à une seule mycotoxine. Les denrées sont contaminées la plupart du temps par plusieurs mycotoxines. Donc, pour le moment, on ne sait pas ce que donneront ces multi-expositions. C'est pour ça que l'INRS va continuer à travailler dessus. Alors, lors du projet Mycodiag, on a testé donc, les outils que je vous ai présentés également pour l'analyse de l'ochratoxina dans les fluides biologiques. Donc, les résultats pourront peut-être être utilisés pour les études de biométrologie qui ont débuté donc, à l'INRS, pour lequel nous allons travailler en parallèle avec le prélèvement dans l'air et les techniques, donc cette fois de LCM-SMS,
pour pouvoir analyser tout type d'échantillons et surtout étudier tous les voies d'exposition possibles, donc voies cutanées et par inhalation. Et puis, je n'oublie pas deux études épidémiologiques qui sont en cours pas d'instruction, mais d'exploration, de réflexion, pour mieux, cette fois, caractériser les effets, confirmer les effets sur la santé des expositions aux mycotoxines. Tout ça pour donc, mieux connaître ces expositions et remplir notre mission à tous, qui est de permettre aux salariés d'avoir un travail plus sûr, votre travail plus sûr. Voilà, je vous remercie.